Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance, la quatrième, consacrée à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 3e, intitulée, je vous le rappelle une nouvelle fois, Refonder la République 1944-1947. Au cours des séances précédentes, nous avons planté le décor spatial avec la carte de la libération du territoire de métropole, puis le cadre temporel avec les quelques temps forts majeurs et les acteurs là aussi essentiels de notre séquence. Puis la dernière fois, nous avons évoqué ensemble une œuvre d'art très emblématique de notre sujet, la refondation de la République, libération de Paul Colin. Aujourd'hui, nous entrons véritablement dans le vif du sujet avec la première séance, la première leçon, intitulée La libération de la France. Et comme le précise le titre, cette libération de la France va se jouer sur une période finalement très courte, au cours de l'année 1944, début 1945, ça correspond à la fin de la guerre. Et nous allons nous demander dans quelles circonstances la libération de la France s'est-elle déroulée, et aussi avec quels enjeux. Alors, pour bien délimiter les enjeux de la libération du territoire national et de sa population, il convient de revenir sur cet événement fondateur de la résistance intérieure française que fut la création du Conseil national de la résistance, le CNR, fondé, je vous le rappelle, on l'a vu dans la séquence 6, en mai 1943, par Jean Moulin, qui était l'envoyé personnel du général de Gaulle, et qui a réussi à créer ce parlement clandestin de la résistance au moment même où la France était plus que jamais occupée, au moment où la libération n'était encore qu'un vague espoir, presque un fantasme pour la plupart des Français. Or, justement, gouverner, c'est prévoir, et les membres du Conseil national de la résistance se sont réunis à plusieurs reprises, malgré les dangers, et ont mis au point ce qu'on appelle le programme du CNR, ce qu'on appelle aussi le programme des jours heureux, c'est un titre assez poétique, et ce programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944 prévoit ce que sera la France une fois la libération rapide du territoire réalisée. Et prévoit aussi comment aider les Alliés à faire en sorte que cette libération soit la plus rapide possible. Autrement dit, comment faire en sorte que les Français de l'intérieur, enfin les résistants de l'intérieur, puissent se montrer utiles, participer à la libération et ne pas rester les bras croisés à attendre que les Américains, les Anglais et les Canadiens aient fait tout le boulot à leur place. Au centre de la photographie, Georges Bidault, qui a eu la tâche impressionnante de succéder à Jean Moulin. Et je crois bien que pour la petite histoire, Georges Bidault est né à Moulins. Bon, c'est juste pour le plaisir de raconter l'anecdote. Alors, que prévoit, en ce qui concerne spécifiquement l'aspect militaire et politique de la libération de la France, que prévoit le programme du CNR? Dans un premier point, il est précisé: afin d'établir le gouvernement provisoire de la République, formé par le général de Gaulle pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation,
rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Bon, là, c'est un point clé essentiel. Il faut absolument que la France ne passe pas d'une occupation à une autre, d'une occupation malveillante, c'est-à-dire celle de l'Allemagne nazie, à une occupation beaucoup plus bienveillante, celle des Américains, mais qui resterait malgré tout une sorte d'occupation ou disons une mise sous tutelle. Il est essentiel que la France redevienne elle-même, c'est-à-dire un pays indépendant. Quand on parle de gouvernement provisoire, il ne faut pas faire de contresens là-dessus. Gouvernement provisoire de la République, c'est parce qu'en temps de guerre, on ne procède pas à des élections et que, bien entendu, il faut agir dans l'urgence, mais il faudra confirmer le caractère républicain du gouvernement dès qu'il sera possible de rétablir des élections, c'est-à-dire dès la fin de la guerre. Mais ce qui ne fait pas de doute, c'est que la France n'a pas vocation à rester une dictature, que la France n'a pas vocation à redevenir une monarchie ou un empire. La France va rétablir la République. Un deuxième point précise qu'il faudra veiller au châtiment des traîtres. Et oui, les collabos de toutes sortes, de tout poil, ceux qui ont livré des juifs ou qui ont contribué à le faire, ceux qui ont contribué au pillage de l'Allemagne, ceux qui ont contribué à combattre, au pillage de la France, pardon, au profit de l'Allemagne, ceux qui ont contribué à combattre la résistance, tous ces traîtres devront être punis. Et un quatrième point, assurer l'établissement de la démocratie la plus large par le rétablissement du suffrage universel, l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Donc non seulement le rétablissement du suffrage universel, autrement dit du droit de vote, est prévu, puisque c'est la base même de la démocratie, mais en plus, et ça on le découvrira plus tard, il s'agira d'élargir l'établissement de la démocratie, d'ailleurs c'est dit dans la phrase, hein, l'établissement de la démocratie la plus large possible, ce qui sous-entend le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Le 25 août au matin, un magnifique soleil éclaire la capitale. Les colonnes de la 2e DB menées par le général Leclerc et la 4e division US entrent dans Paris par la porte d'Orléans et la porte de Sèvres. Des troupes vient rejoindre les avant-gardes. Une armée jeune, forte, propre, hérissée d'armes, montée sur des chars qui portent les noms de nos provinces, de nos villes. Dans la joie, les Parisiens détruisent les barricades et pavoisent les fenêtres. Mais les combats ne sont pas terminés. Les Allemands sont retranchés et entendent se battre jusqu'au bout. Place de l'Hôtel de Ville, le capitaine Drone prépare l'assaut du central téléphonique de la rue des Archives. Oui, mais c'est pas ici. Hein. Juste rester l'endroit de près. Dans les rues étroites et traîtresses du vieux Paris, les fantassins se glissent prudemment. Place de l'Opéra, à l'école militaire ou à la Concorde, des tirs de canon et une bataille de chars ont lieu en plein Paris. Soldats de la France libre, FFI et policiers combattent côte à côte. Des prisonniers sont faits par centaines. Vers 15 h, après de durs combats rue de Rivoli où se trouve l'état-major allemand, le général von Coltitz est capturé. On l'amène à la préfecture de police, puis à la gare Montparnasse, où se trouve le poste de commandement de la 2e DB. Il signe le document de la reddition avec le général Leclerc. À la demande de Maurice Krigel-Valrimont, un des chefs militaires de la résistance, le colonel Roltanguy appose également sa signature au nom des FFI. Commençons par découvrir ensemble les acteurs, les circonstances, le déroulement de la libération de Paris. Et la vidéo que je vous ai envoyée par lien de téléchargement WeTransfer, si vous l'avez regardé, a le mérite de vous proposer, certes, en noir et blanc, mais de vous proposer des images authentiques de l'événement. Ça vous permet de mesurer que ça n'a pas été une formalité, hein, que même si les Allemands
n'ont pas transformé Paris en Stalingrad, ça a quand même été plusieurs jours de combat. Et l'intérêt, c'est aussi de voir, et c'est pour ça que j'ai choisi la libération de Paris, pas uniquement parce que c'est la capitale de la France, mais l'intérêt de choisir Paris comme acte, comme temps fort de la libération du territoire, ça permet de montrer les deux résistances à l'œuvre, aussi bien la résistance française libre, celle venue de l'étranger, avec ses chars américains, la 2e division blindée, la 2e DB du général Leclerc, et puis également, dans les jours qui précèdent l'arrivée de la 2e division blindée, eh bien, la résistance intérieure, qui sort, entre guillemets, du bois, qui sort des caves, qui sort des greniers, enfin, qui sort de les armes, les hommes qui vivaient cachés depuis plusieurs mois, parfois, dans cette jungle urbaine qu'est Paris, eh bien, qui agissent au grand jour, qui dressent des barricades, qui gênent l'ennemi, qui bloquent l'ennemi, qui paralysent l'ennemi, et qui vont le pousser finalement à la reddition le 25 août 1944. C'est ça qu'il faut retenir. Je vais vous inviter maintenant, si ça n'est pas déjà fait, à visionner la 2e vidéo qui se déroule le lendemain, le 26 août 1944. Le général de Gaulle est pressé, c'est dans sa nature, mais le général de Gaulle est d'autant plus pressé qu'il veut couper encore une fois l'herbe sous le pied de l'allié américain en particulier, président Roosevelt, qui voudrait écarter de Gaulle de la route du pouvoir et voudrait placer la France sous une tutelle, une gestion administrative militaire américaine, l'AMGOT. Tout a été prévu. Figurez-vous que la Banque fédérale américaine a même imprimé des billets de banque dans cette optique, dans cette prévision d'une mise sous tutelle de la France, ce que De Gaulle veut éviter à tout prix. Et c'est pour ça qu'en descendant les Champs-Élysées le 26 août 1944, au milieu d'une véritable marée humaine mêlant civils et militaires, Français libres de l'étranger, Français résistants, FFI de l'intérieur, De Gaulle se pose comme la seule solution politique envisageable, du moins la seule acceptable pour tous les Français, c'est-à-dire la mise en place d'une république provisoire, certes, dirigée là aussi à titre provisoire par l'homme de la situation, le général de Gaulle, une France à nouveau indépendante, et ça peut apparaître comme un luxe après des années d'humiliation et de honte, celle de la collaboration, et ben une France redevenue fière d'elle-même. Libération! Journée triomphale pour le général de Gaulle. 4 ans séparent ces moments d'intense joie populaire des débuts de l'occupation et de l'appel à la résistance du 18 juin 1940. Après ces années de lutte, de doute et d'angoisse parfois, le 25 août 1944 est une formidable revanche. Paris chavire de bonheur et fête ses libérateurs. Le peuple de Paris est bon et joli. Le 25 août, tous les actes et les déplacements du général de Gaulle ont une valeur symbolique et politique. Après la gare Montparnasse où a eu lieu la reddition allemande, de Gaulle se rend au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, qu'il avait quitté 4 ans plus tôt. Il visite ensuite la préfecture de police, manière de réaffirmer la restauration de l'État qu'il entend personnifier. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que de Gaulle se rend à l'hôtel de ville où s'impatientent les responsables de la résistance nationale et parisienne. Dans cette maison du peuple, il improvise brillamment un discours qui entre dans la légende. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même,
libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Le 26 août, le défilé de la victoire est une formidable consécration pour De Gaulle et un des plus grands moments de l'histoire de France. La marée humaine qu'acclame De Gaulle lui donne aux yeux du monde une immense légitimité. Il descend les Champs-Élysées à pied, sans face, mêlé à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui, hors de France et en France. Le pays renoue avec lui-même, la République et la démocratie retrouvée. À Notre-Dame et à la place de l'Hôtel de Ville, où deux... Le général de Gaulle a prononcé probablement des centaines, peut-être même davantage, des milliers de discours dans sa vie. Bon, évidemment, aucun n'égalera l'appel du 18 juin 1940 lancé sur les ondes de la BBC de Londres, ça c'est évident. Mais malgré tout, le discours improvisé à l'Hôtel de Ville de Paris que vous entendez dans la vidéo que je vous ai envoyée, Paris martyrisé, Paris outragé, mais Paris libéré, libéré avec le concours des armées de la France, oubliant au passage d'ailleurs les alliés anglo-américains, c'est quand même un morceau de bravoure, hein. Il y a une émotion qui est quand même palpable et je vous avoue que moi-même, je ne suis pas loin de penser que c'est probablement le discours le plus émouvant du général de Gaulle. Il est bref, il est intense, il est extrêmement efficace et il est fondateur. Pour de Gaulle, la vraie France n'a jamais cessé d'exister, puisque la vraie France, il en a été le garant depuis le 18 juin 1940, la vraie France, c'est-à-dire la France libre, la France combattante, la France de la résistance, c'est-à-dire la République. Et donc, quand il prend une ordonnance le 9 août 1944, alors une ordonnance, c'est pas à prendre au sens médical, hein, c'est-à-dire c'est un texte ayant valeur de loi, le général de Gaulle précise, au nom du gouvernement provisoire de la République française, que la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. C'est-à-dire que, pour de Gaulle, le 10 juillet 1940 n'a jamais eu lieu. Le 10 juillet 1940, ce jour honteux où la majorité des parlementaires de la Troisième République ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, remettant le sort de la France au vieux maréchal et condamnant de fait la République dont ils étaient pourtant les serviteurs. Et bien pour de Gaulle, le 10 juillet 1940 n'a jamais existé. Et en conséquence, tous les actes du régime de Vichy qui s'est effondré sont en principe annulés, sauf ceux jugés nécessaires pour la continuité de la nation. Bon, bah, autrement dit, par exemple, les préfets nommés par le régime de Vichy sont maintenus en place le temps qu'on évalue leur fidélité à la République, et si jamais ils ne font pas l'affaire, eh ben, on les remplacera le moment venu. Voilà ce que ça veut dire. La République est de retour, comme le célébrait Paul Colin, avec quelques jours d'avance. Alors, après avoir vu les circonstances dans lesquelles les Français, les Parisiens en particulier, mais pas que, hein, les Marseillais, les Lyonnais ont aussi fait le coup de feu contre l'occupant, comment les Parisiens, les Français, les civils, mais aussi les militaires, c'est-à-dire la 2e division blindée du général Leclerc, en particulier dans le cas de Paris, mais après avoir étudié les circonstances de la libération du territoire national, il est temps de passer à un des enjeux majeurs de cette libération, c'est le châtiment des traîtres. C'est le 2e point
du programme du 15 mars 1944 du Conseil national de la résistance. Et là, il est temps d'évoquer ce que l'on appelle encore souvent l'épuration sauvage. Et pour mesurer de quoi il s'agit, je vous propose ces deux photographies qui nous montrent la même chose, une scène qui s'est démultipliée à travers toute la France, jusque sur la place d'Allier à Moulins, c'est-à-dire des femmes, alors pas seulement des femmes, mais des femmes, dans le cas présent, victimes de violence, de brutalité, soumises à une humiliation publique. On leur tond le crâne, on leur peint des croix gammées sur le front, et après on les exhibe, on les promène à travers toute la ville, sévèrement gardés bien sûr, ça va de soi, par les résistants. Vous noterez d'ailleurs que ce sont les hommes qui maltraitent les femmes sur cette photographie, avec le sentiment de faire quelque chose de bien, en plus, tout simplement parce qu'on considère parmi la foule que ces femmes l'ont bien mérité, cette punition, qu'elles l'ont bien cherchée, parce qu'elles sont ce qu'on appelait familièrement à l'époque des poules à boche, c'est-à-dire des femmes qui ont couché par amour ou par intérêt avec des soldats allemands de l'occupation, qui sont donc accusés d'avoir pratiqué ce qu'on appelle la collaboration horizontale, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, et qui, pour certaines d'entre elles en plus, ont eu des enfants de l'ennemi. Il y a plus de 150 000 enfants qui sont nés sous l'occupation d'un père allemand, et j'aime autant vous dire que pour ces enfants qui étaient peut-être un peu trop blonds, un peu trop aux yeux bleus dans la cour de l'école primaire, eh bien, le fait d'être un fils de Boche, ça a pu leur compliquer singulièrement la vie dans les cours d'école. Mais l'épuration sauvage ne se limite évidemment pas aux femmes, bien entendu. Et elle est même encore parfois plus violente, souvent plus violente, plus brutale pour les hommes, parce que les femmes, bon, on les humilie. Une femme qui a été tondue, qu'on a fait défiler dans toute la ville, elle a intérêt à déménager, sa famille va probablement la renier, il se pourrait que sa vie soit fichue. C'est probable, mais au moins elle reste en vie. Là, dans le cas de l'épuration sauvage, pour les hommes, souvent, c'est la mort qui est au bout du chemin. Beaucoup de collaborateurs ou de réputés collaborateurs, parce qu'on ne se donne pas toujours la peine de vérifier, sont pendus, lynchés, fusillés, leurs cadavres exposés, parfois brûlés vifs, ou brûlés, enfin leurs cadavres brûlés plutôt, voilà, comme le montre cette photographie qui n'est pas très sympathique, et qui nous montre ce à quoi a pu ressembler l'épuration sauvage, en France comme d'ailleurs dans les autres pays européens. Il n'y a pas qu'en France qu'on s'est défoulé à la libération contre ceux qu'on estimait être des traîtres à la nation. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler aussi une épuration. Donc épuration, c'est quand on fait le ménage, quand on purifie. Eh bien, une épuration extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de tout cadre légal, en dehors de toute justice, c'est-à-dire que on arrête et on exécute sans jugement, en considérant que de toute façon, il n'y a pas besoin de chercher des preuves, et que le crime est tellement grave qu'on ne va pas en plus s'embarrasser d'un procès. Et pour être bien certain que cette épuration, qu'on appellerait probablement aujourd'hui une chasse aux sorcières,
Pour que cette chasse aux sorcières soit la plus efficace possible, on en vient malheureusement à utiliser les mêmes méthodes que le camp d'en face, c'est-à-dire la délation, c'est-à-dire la dénonciation. Et je vous ai trouvé par exemple ce petit article paru dans le quotidien local de Montluçon, qui n'existe plus aujourd'hui, le Centre républicain, où on lit littéralement un appel à la dénonciation des collabos. Le comité d'épuration de la Société des pneus Dunlop se tient à la disposition de toute personne pouvant fournir des preuves ou des renseignements sur des membres employés ou ouvriers de Dunlop, si haut placés soient-ils, donc les patrons par exemple, dont l'activité a été préjudiciable aux intérêts de la nation ou de la collectivité. Bref, des gens qui auraient collaboré par intérêt ou par idéologie, c'est-à-dire qui auraient collaboré sans être forcés. Ah, ça a été une triste époque, je vous prie de le croire, parce que bien entendu, de la même manière que certains Français ont dénoncé leurs voisins en prétextant un acte de résistance ou une origine juive, alors que ce n'était pas vrai, juste pour lui faire du tort, juste pour se débarrasser de lui, on peut penser que certains Français ont dénoncé d'autres Français dans le cadre de l'épuration, toujours pour faire du mal et pour se débarrasser, je sais pas moi, d'un voisin qui couchait avec votre femme ou quelqu'un à qui vous deviez de l'argent, bref, pour des raisons totalement sans rapport avec des faits de collaboration. Alors bien sûr, l'épuration sauvage, extrajudiciaire, à base d'exécutions sommaires au cours de l'été 1944, a donné lieu à d'intenses débats entre historiens, notamment sur le bilan, sur le nombre des victimes, et il semblerait aujourd'hui qu'il y ait, alors pas vraiment un consensus, mais une tendance qui se dégage. On considérerait que l'épuration sauvage aurait concerné environ 10 000 victimes, qu'il y aurait eu 10 000 Français morts, exécutés sans jugement. Et cette épuration sauvage, parce qu'elle est la plus dérangeante aujourd'hui, que la période est un peu plus apaisée par rapport à la question de l'occupation, qui est aussi plus spectaculaire, a tendance à occulter, à faire oublier l'autre épuration. L'épuration légale, c'est-à-dire, si vous préférez, l'épuration judiciaire. Celle que j'ai mis en vert et qui voit le processus normal de la justice mener des enquêtes, éventuellement conduire des procès, prononcer des jugements. Et certes, ces jugements peuvent conduire à des peines de mort, on va le voir, mais la plupart du temps, cette épuration légale a surtout conduit à des condamnations à de la prison ou à des condamnations à la dégradation nationale, c'est-à-dire la perte des droits civiques, commencer par exemple par le droit de vote. Et là, les chiffres sont beaucoup plus importants, puisqu'il y a eu par exemple 90 000 condamnations à de la prison, par exemple, dont 6 000 femmes d'ailleurs, qui ont été comptées à part, visiblement. Bon. Et on voit que le nombre des victimes de morts violentes, c'est-à-dire fusillées, parce qu'on ne guillotine pas des traîtres, on les fusille. Les condamnés à mort, en général, enfin toujours, c'est la guillotine, mais pas les traîtres. Et les traîtres fusillés au titre de l'épuration légale, c'est-à-dire après un procès, il y en a eu un peu moins de 7000 qui ont été condamnés, mais en réalité, il y en a à peu près 10% qui ont été exécutés, les autres finissant par être graciés.
leur condamnation à mort étant transformée en peine de prison, parfois à vie. Alors, l'épuration sauvage, c'est plutôt l'été. C'est-à-dire dans les premiers jours, dans les premières semaines de la libération, au moment où les Alliés arrivent, au moment où les résistants rentrent dans les villes et les villages, et que les collabos ou présumés collabos n'ont pas tous eu la sagesse ou les moyens de s'enfuir. Mais dès l'automne, parce que la violence extrajudiciaire hors justice, c'est pas vraiment compatible avec le retour de la démocratie et des droits de l'homme, et aussi parce que ça entretient un climat de guerre civile qui est préjudiciable au pays, eh bien, le général de Gaulle et le gouvernement provisoire de la République française vont tout faire pour interdire les exécutions sommaires, les règlements de compte, comme on peut dire aussi, et pour qu'à l'épuration sauvage soit substituée, au contraire, une épuration légale, encadrée par le droit et la justice. Et ça, dès l'automne 1944, et dans les années qui suivent. Et c'est pour ça, par exemple, que ce très grand écrivain de langue française, mais aussi malheureusement très grand antisémite et très grand collabo, Louis Ferdinand Destouches, plus connu sous son nom de plume Louis Ferdinand Céline, l'auteur de l'inoubliable Voyage au bout de la nuit, eh bien, va être condamné le 21 février 1950 pour collaboration. Il va être condamné assez légèrement d'ailleurs, lui qui s'est réfugié en Suède. Il va être condamné à 1 année de prison, une amende certes assez forte, la confiscation de ses biens, de la moitié de ses biens au moins, et l'indignité nationale, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit de vote. Bon, voilà un exemple de décision liée à l'épuration légale. Si Céline était tombée aux mains des résistants en août 1944, il aurait peut-être été, tout simplement fusillé ou lynché par la foule. Tout à l'heure, l'appel à dénonciation visait les personnalités aussi haut placées soient-elles, c'est-à-dire qu'on ne fera de cadeaux à personne, et surtout pas au maréchal Pétain, qui a donc lancé la France sur le chemin de l'indignité nationale avec sa politique de collaboration d'État avec le Troisième Reich. Et donc le vieux maréchal Pétain, qui avait été emmené par les Allemands au cours de la retraite de l'été 1944, qui se trouvait donc en Allemagne, qui a ensuite trouvé refuge en Suisse, le maréchal Pétain a fini par se livrer aux autorités françaises en avril 1945. Il a franchi la frontière franco-suisse, la police française l'attendait, il est donc emprisonné, il est mis en jugement, mais alors quand on juge un ancien chef d'État, évidemment, on ne peut pas le juger devant, surtout pour un crime de haute trahison qui est un crime hors norme. Pour une personnalité hors norme, eh bien, il faut un tribunal lui-même hors norme, sur mesure. Ce tribunal sera la Haute Cour de justice de Paris, qui va donc juger le maréchal Pétain selon les règles. Le maréchal aura le droit de se justifier, sera défendu par un avocat, Maître Isorni, qui est debout derrière le maréchal, à l'activité infatigable, mais le maréchal Pétain sera logiquement condamné à mort le 15 août 1945 pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française,
va commuer la peine en prison à vie. Pour deux raisons. La première, c'est que De Gaulle n'oublie pas que Pétain, c'est aussi le vainqueur de Verdun. Ça a d'abord été le vainqueur de Verdun, même si évidemment c'est du passé et que le passé n'excuse pas le présent. Mais c'est aussi la volonté du général de Gaulle, encore une fois, de mettre fin à la guerre civile entre Français. Il faut tourner la page de la guerre civile entre les collabos et résistants. Alors évidemment, il faut punir les collabos, mais il ne faut pas entretenir les braises de la guerre civile. Donc, on condamne à mort le maréchal Pétain. Ça doit satisfaire le camp des résistants. Mais on épargne la vie d'un vieil homme dont on commence à dire qu'il est peut-être un peu sénile et pas tout à fait responsable de ses actes. Donc, on commue en peine de prison, ce qui atténue la peine des partisans du maréchal. Et il en reste dans cette France de la libération. Pétain finira par mourir au pénitencier de l'Île-Dieu en juillet 1951. Il est mort quasi centenaire. Pierre Laval va lui aussi avoir droit à son procès, lui qui fut l'homme du 10 juillet 1940, l'homme qui a convaincu ses collègues députés et sénateurs de livrer la République sur un plateau au maréchal Pétain et de lui permettre d'installer sa dictature. L'homme qui fut 2 fois le président du conseil du maréchal Pétain, entendez par là aujourd'hui on dirait Premier ministre. C'est surtout l'homme de la collaboration, mais la collaboration la plus sincère, la plus zélée qui soit. Pierre Laval, c'est l'homme qui, au soir du 22 juin 1941, au soir de l'invasion de l'URSS par le Reich, prend la parole à la radio pour souhaiter publiquement la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le communisme, le bolchevisme s'installerait partout en Europe. Pour un ancien communiste dans sa jeunesse, cette attitude peut paraître étonnante. Pierre Laval, c'est surtout l'homme qui a forcé la main à ses amis nazis pour qu'ils acceptent de déporter les enfants juifs en même temps que leurs parents, les condamnant à une mort certaine, parce que Pierre Laval faisait partie du petit nombre des Français suffisamment intimes des dirigeants allemands pour savoir que les Juifs étaient déportés dans des camps d'extermination, comme Auschwitz ou Treblinka. Donc Pierre Laval, c'est celui qui a condamné à mort des enfants, tout simplement parce qu'il ne voulait pas nourrir des orphelins. Donc Pierre Laval, qui lui s'était réfugié en Espagne en espérant que Franco lui sauverait la mise, Pierre Laval a été livré par le gouvernement espagnol à la France. Franco a voulu se débarrasser d'un colis bien encombrant. Il avait peut-être peur d'une guerre avec la France, sait-on jamais. Et donc Pierre Laval est jugé. Il va assurer lui-même, lui qui fut un ancien avocat, il va assurer lui-même sa défense. C'était peut-être pas sa meilleure idée. Il faut dire que Pierre Laval est déconnecté des réalités. Il est persuadé jusqu'au bout qu'il sera acquitté ou condamné légèrement parce qu'il est persuadé jusqu'au bout qu'il a agi dans l'intérêt de la France et quelle n'a pas dû être sa surprise lorsqu'il a appris sa condamnation à mort le 9 août 1945. Et il sera fusillé, exécuté le 15 octobre 1945, comme tous les traîtres à la nation. Alors, on en a quasiment fini avec la séance sur les circonstances de la libération et aussi les acteurs et la distinction à faire entre épuration sauvage et épuration légale. Donc, quel est le repère chronologique de la séance à conserver en tête? C'est celui du 25 août 1944, la libération de Paris. La tour Eiffel qui se jette littéralement dans les bras du général de Gaulle, mais c'est toute la France qui se jette dans les bras du général de Gaulle,
qui installe aussitôt le gouvernement provisoire de la République française. Alors voici le meilleur moment de la séance, celui que vous attendez tous impatiemment, l'exercice. Et là, j'ai choisi de faire porter l'exercice sur ce que j'ai appelé les deux visages de l'épuration. Donc voir si vous parvenez à distinguer ce qui relève de l'épuration sauvage, en rouge, une couleur bien sauvage, et puis en vert, couleur de l'autorisation, couleur de ce qui est permis, en vert, l'épuration légale judiciaire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Réfléchissez bien. Et je vous dis à tout de suite pour le corriger. Alors, voilà à quoi ressemble le corrigé. Bon, je pense que ça ne présente pas énormément de difficultés. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une condamnation à mort, enfin, une exécution n'est pas nécessairement synonyme d'épuration sauvage. Tout dépend des circonstances. Si vous avez été tiré de votre lit par des inconnus qui vous alignent contre un mur en vous crachant au visage et en vous abattant, là, ça ressemble effectivement furieusement à une exécution sommaire relevant de l'épuration sauvage. Si vous êtes arrêté par la police ou la gendarmerie, ou du moins confié aux bons soins de la police et de la gendarmerie par des résistants qui vous ont arrêté eux-mêmes, si vous avez droit à un procès équitable avec un avocat, eh bien, le fait que vous soyez condamné à mort et exécuté n'enlève rien au fait que là, vous rentrez dans le cadre de l'épuration légale. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découvrir le contenu de la leçon que je vous invite à lire, à relire, jusqu'à ce qu'elle soit imprimée dans votre mémoire, parce que le brevet approche et le brevet se réussit aussi et surtout grâce à la maîtrise des connaissances. Je vous souhaite un bon apprentissage de la séance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à la refondation de la République dans la France de l'immédiate après-guerre. Bonne journée à tous et à toutes.